Here we go now. Bienvenue pour cette nouvelle émission de Business Story. Comme vous le voyez, nous ne sommes pas sur le plateau de Webcom TV, mais il y a tout un environnement derrière moi. Nous sommes dans le sud marocain, donc c'est une émission très spéciale. Plus exactement, à 50 km au sud d'Agadir, nous sommes dans un coin reculé de la civilisation. Et pourquoi? Pour découvrir le parcours d'un entrepreneur multicarte avec des histoires incroyables. C'est un entrepreneur, d'abord un homme de projet. Quand je dis projet, c'est avec un grand S à la fin, puisque son aventure entrepreneuriale a démarré en Belgique, où il a monté d'abord une fiduciaire, puisque sa formation de base, c'est une formation de comptabilité, de finance et d'économie. Et puis, il s'est découvert des talents de commerce et de marketing et il s'est lancé dans le négoce international. Puis, il s'est retrouvé producteur de pâtisseries marocaines pour les grandes surfaces. Donc, il a monté une unité de production et il a assuré la grande distribution sur ses produits où il a mis les pieds dans l'agroalimentaire. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, nous allons découvrir son parcours au Maroc, dans un coin complètement reculé, où il se consacre complètement aux études de projet, à l'accompagnement de projets, et alors pour différents axes, à la fois pour des entreprises, des communes, des collectivités, avec un engagement humain incroyable, où il transforme des personnes que l'on dit invisibles, des gens qui sont complètement fin fond du Maroc, en entrepreneurs à partir de rien. Donc, et vous allez découvrir des histoires incroyables de Monsieur Abdelilah Edial. Alors Monsieur Edial, déjà, avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cet arbre? C'est quoi cet arbre qui est derrière nous là? C'est un arganier. Il doit probablement avoir 300-400 ans. Il est au cœur de l'espace de vie, de mon espace de vie. Donc c'est ici, je prends souvent mon café, je le regarde, j'ai l'impression qu'il m'écoute. Et le sentiment de pouvoir échanger avec lui, de demander conseil, de me confier à lui, c'est un symbole de durée, de sagesse. À travers ce parcours, Monsieur Edial, on a l'impression qu'il y a une question de temps qui est importante, parce que c'est-à-dire qu'avant, vous étiez pris par le temps, donc quand vous étiez dans l'action, et là, vous êtes dans un coin, vous êtes devenu un peu le maître de votre temps. Absolument. En fait, j'ai le sentiment qu'à un moment de ma vie, j'ai pris possession du temps. Donc je suis en quelque sorte devenu maître de ma vie. Ce ne sont plus le rouage de la vie professionnelle qui orchestrait mon rythme de vie, mais plutôt moi, en fonction de mes envies, de mes aspirations. Quand je me lève le matin, aujourd'hui, je n'entre pas dans une course obligée. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous raconter une journée type, votre quotidien ici? Ça se passe comment? Eh bien, le matin, je me lève entre 5h et 6h du matin. Je m'occupe de mes animaux, ça a des chiens. Ah oui. Il faut leur donner à manger, aller voir les poules, les pigeons. Et puis, je prépare mon petit déjeuner. Mon épouse se lève un peu plus tard. Je vais à mon bureau, soit je lis, soit je travaille sur mes études. Par la suite, je peux aller travailler un peu dans le jardin ou aller rendre visite à des petits projets en cours. Vous rencontrez des voisins là, de temps en temps? Il y a des voisins qui viennent toquer oui. Sans rendez-vous? Ici, on ne prend pas rendez-vous. On vient, on frappe, monsieur, comment ça va, on a besoin de ceci, on a besoin de cela. Et puis on entre sans protocole, on prend un thé généralement. Alors justement, vous allez nous raconter l'histoire de ces 4 femmes qui sont venues toquer chez vous. Oui, exactement. Et alors, c'est quoi l'histoire? En fait, ici, je me suis fait une réputation de consultant bénévole
parce que je me suis engagé dès mon arrivée auprès de la commune rurale dans laquelle j'habite, mais aussi auprès d'une autre commune qui se trouve à 7-8 km du chef-lieu de la commune. Donc je me suis engagé comme consultant dans l'étude de projets de ramassage de déchets ménagers. Les gens savaient que je faisais un travail utile pour la commune. D'accord. Et donc, là, un jour, donc, il y a quatre dames qui sont venues me voir. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, on voudrait réaliser un petit projet pour pouvoir améliorer notre quotidien et nous occuper de nos enfants. Ils ne savaient pas quoi faire. Et donc, je leur ai proposé de faire ce qu'ils savaient mieux faire, c'est-à-dire faire du pain ou de la pâtisserie. D'accord. Je leur ai posé la question, c'est-à-dire de savoir de combien ils disposaient pour pouvoir monter leur projet. Qu'est-ce qu'ils avaient comme budget? Quel est leur capital? Oui, absolument. Ils m'ont répondu qu'ils avaient chacune 100 dirhams, 10 euros. 10 euros par personne. Donc ce qui fait qu'à 4? Qu'à 4, ils ont 40 euros. Ah oui. Voilà, ils voulaient monter leur projet. Et ce qui m'a touché, c'est qu'ils m'ont dit, vous savez, on a mis beaucoup de temps pour épargner ces 10 euros chacune, parce qu'on prélevait chaque fois 1 dirham, 2 dirhams sur les courses, pour pouvoir monter quelque chose par la suite. Donc en fait, c'est leur mari qui déjà a du mal leurs maris ont déjà du mal à s'en sortir. Ils doivent gagner quoi, leur mari? Peut-être entre 8 et 10 euros par jour. Par jour, 8 et 10 euros par jour. Donc c'est le petit dirham qu'ils leur laissent de temps en temps. Oui, ouais. Ces dames ont économisé pendant peut-être plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour avoir chacune 10 euros. Oui. Et ils sont venus en disant, voilà, on a un capital de 40 euros et on veut monter un projet. Absolument. Vous savez, ça me fait rire qu'on entend qu'il y a des personnes qui veulent entreprendre avec 10 euros, et on ne se rend pas compte de la difficulté pour elles de mettre de côté, constituer une épargne, dirham par dirham. Dirham, c'est 10 cents. C'est ça. Et donc, pour elles, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ah oui. C'est beaucoup. Et donc, j'ai vraiment eu un sentiment de respect et une envie énorme de pouvoir faire quelque chose pour elle, avec elle. Bien sûr. Alors, quelle a été votre réaction quand ils vous ont dit ça? Immédiatement, j'ai dit oui. J'ai dit donc. Vous n'avez pas découragé? Mais pas du tout. Je leur ai dit, écoutez, je parlais sincèrement. J'ai dit 40 euros démarrer un projet, c'est loin d'être suffisant. Donc, il faut. Donc, j'ai donné une estimation entre 10 et 15 000 euros pour monter une petite pâtisserie, boulangerie, artisanale dans le coin. Alors, ils m'avaient parlé d'un magasin qu'ils pouvaient louer à 40 euros par mois. Je lui ai dit, prenez-le. Et j'avais du matériel, quelques tables en inox, un four. Je leur ai donné le matériel, je leur ai dit, démarrez. L'objectif pour moi, c'est de vérifier s'il y avait un marché local qui permettait de soutenir un projet qu'on financera par la suite. Et alors, ils ont démarré. Justement, on a fait une petite visite pour alors cette pâtisserie, vous allez voir. Donc, je propose qu'on voit la petite séquence. On a été la visiter. Regardez. On est dans le Douar voisin, avec un pot. Et ces dames, c'est des femmes de paysans qui ne disposent d'aucune ressource. Oui. Et ils ont envie d'éduquer leurs enfants sans recourir, sans demander quoi que ce soit à leur mari. D'ailleurs, quand ils leur donnent quelque chose, c'est pas grand-chose. Hein. Oui. Et voilà, ils sont venus me voir, leur demandant de les accompagner, de les aider à lancer un projet. Ils avaient chacune 10 euros. Ça fait 40 euros en tout. Et donc voilà, j'ai donné un peu de matériel pour se lancer. Alors il y a du matériel ici, ça oui, le matériel c'est très élémentaire. Il y a un table en inox, le four que je dois racheter. Voilà. Et puis le petit matériel, les bouteilles de gaz et le brûlement. Et là, ils font des gâteaux. Ils font des gâteaux donc pour les villageois à côté, qu'ils vendent à 4 euros le kilo. C'était à 3,50 euros, c'est avec la hausse du prix. Oui. C'est 4 euros. Et donc, en dehors de ça, j'ai
réalisé une étude de projet que j'ai soumise à des institutions susceptibles de nous apporter un financement. Donc le projet, donc c'est pas le magasin à côté, on va rénover, acheter du matériel pour faire du pain traditionnel, de la pâtisserie, il y aura un pétrin, il y aura un four, deux fours pour pouvoir travailler. Ben voilà, donc il y a de l'espoir de créer une activité génératrice de revenus. L'objectif, c'est de pouvoir dégager 100 à 150 euros chacune, donc chaque mois. Voilà, on peut y arriver. Déjà maintenant, j'arrive à faire 20 euros, 15 euros par mois. Mais c'est énorme pour elles, pour des dames qui ne disposent d'aucune ressource, sinon la vente de leurs œufs à 2 dirhams l'unité, donc c'est pas grand-chose. Là, c'est le démarrage, c'est un peu le garage de Steve Jobs. Oui, mais ça va, exactement. Mais on va prendre un magasin plus à côté. Le local, c'est ici. Et le magasin, je vais construire un mur ici et un four en terre ici. Un four en terre pour faire le pain. De manière traditionnelle, ici, ce petit espace, on va clôturer, on va faire une petite aire de jeu pour les enfants. Cet espace sera... donc c'est comme une terrasse, il y a un espace où il y aura une terrasse pour les femmes. Ah, une terrasse pour les femmes. Uniquement pour les femmes et les enfants. C'est une culture établie, c'est ainsi. C'est-à-dire les femmes sont chez elles, les hommes sur les terrasses de café. Nous, donc, on profite parce que ces femmes, elles ont quand même, parce qu'elles ont fait face à leur mari, pour pouvoir sortir et venir produire. Devenir autonome. Absolument. Se trouver dans un espace ouvert au public, alors qu'elles sont mariées, c'est très compliqué. Et j'ai dû faire une réunion avec les hommes pour leur expliquer que c'est une très bonne chose, qu'il y a de respect, c'est-à-dire que ce soit de ma part ou de la part des gens qui viennent, et ces femmes méritaient d'être respectées pour ce qu'elles font. Et donc ils ont accepté l'idée qu'elles puissent se convertir en petit entrepreneur, sortir de la maison. Pour elles, gagner, ce serait-ce que 50 euros par mois, c'est déjà ça. Alors on a prévu l'aménagement ici, j'ai donc établi des normes d'hygiène pour pouvoir un circuit s'inspirant des normes HACCP, mais très modestement, avec un vestiaire pour pouvoir entrer, donc éviter donc les croisements, les entrées, donc les sorties sont séparées. Et je fais un travail avec elles sur donc les calculs du prix de revient pour qu'elles prennent conscience que un produit, il a un coût et que tu ne peux pas le vendre en décidant du prix comme ça, donc au pif. C'est pas évident parce que je commence à leur parler du prix de revient, ils ne savent pas de quoi ça tourne. Quand ils sont venus me voir me disant qu'ils ont en tout 40 euros, je leur dis écoutez, voilà un peu de matériel démarré. Au bout de 15 jours, je passe pratiquement chaque semaine, je suis les voir. J'ai pu me rendre compte que les gens venaient alors qu'ils n'ont pas de matériel, alors qu'il n'y a pas d'infrastructure au niveau du local, qu'il n'y a rien. Et ça tourne. Et parfois, ils sont là à 6 h du matin pour faire le pain. J'avais un petit four de 40 cm. Et ils faisaient un pain, ils attendent. Ils sont en train de se raconter leur vie. Un pain à la fois. Ah oui, un pain à la fois. Donc j'ai acheté un four qui me permettait de mettre 8 pains. Et donc le projet, c'est de mettre quand même du four qui a une capacité plus grande. Voilà, mais c'est une très belle aventure sur le plan humain, quand tu vois même les femmes qui viennent ici. Et pourquoi aussi cet espace pour les femmes? Parce que je me suis rendu compte que les femmes viennent, ils leur offrent du thé, elles s'accroupissent, elles se commencent à bavarder, accroupies, non mais pas de chaise, pour discuter. C'est ça. Alors je leur dis, l'idéal c'est d'avoir un espace abrité avec des bancs, un peu de verdure, les enfants avec des balançoires pour les enfants, elles peuvent jouer, ou des bacs à sable. Donc ça ne coûte pas grand-chose. Pour 1000 euros, on a aménagé l'espace. Et alors, il y a une satisfaction personnelle dans ce type de projet? Moi, c'est magnifique. Moi, j'ai grandi pauvre. Je me rappelle du temps où je gagnais un demi-dirham par jour. Même pas. Et donc, je sais ce que c'est que la valeur de l'argent. Et je sais ce que c'est que ne pas avoir les moyens de s'occuper des enfants. Donc, Dieu merci, aujourd'hui, je me débrouille. J'ai une compétence en tant que consultant dans les études de projet. Quand on se rend, c'est pas difficile, se rendre compte qu'il y a énormément de pauvreté. Alors, soit on a un cœur en pierre, on est complètement sensible et on passe à côté, soit on se dit on est concerné. Et à partir de là, moi, je reprends ce que dit Pierre Rabhi, l'histoire du colibri. Donc, je ne vais pas la raconter, mais c'est-à-dire qu'il fait sa part en apportant un peu d'eau pour éteindre le feu de la forêt. Moi, je fais ma part.
et je demande à personne ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Je fais ce que je pense être utile. C'est très modeste, c'est très peu, mais je le fais. كي داير الخدمه عندكم هنا كي داير هادشي لا بخير الحمد لله شويه كي داير الحركه شويه المهم كنخلصوا الكرا ونتقداو السلعه ايوا لا باس تخلصوا الكرا بعدا المهم ما حال هز راسو ما حنا زعما شي فضل ما كاين في شعبان كنت رحت شويه هي ديك الساعه فرقنا حركتوا مع رمضان شويه رمضان كاينه الخدمه مزيان شوف انا 19 مي 11 السي الحبيب عنده واحد الشركه نتاع اشهار سميتو في فرنسا كيجوا وبدا يدير واحد غادي ندوزي في الفاز الاولى واحد المجله غير يتكلم عليكم بونجور قولي بونجور السلام عليكم انا بونجور هي صاحبي Elle est un peu gênée quand même. Un peu gênée. Ouais. C'est surtout par rapport au mari. Ah, c'est ça. C'est ça, oui. Oui, non. Monsieur Ediane, c'est quand même extraordinaire. Pour monter un projet, il faut d'abord avoir fait des études, donc, pour arriver jusqu'au bac, des études supérieures, avoir fait éventuellement des études de gestion de projet ou de management, avoir monté quelques projets, peut-être s'être cassé la gueule avant d'arriver à quelque chose. Donc en fait, il y a une histoire, il y a à peu près 20 ans de parcours dans un entrepreneur potentiel pour qu'il arrive à monter un projet. Vous arrivez à gommer quelque part ce parcours avec cet accompagnement. Est-ce que vous sentez que c'est un peu ça, l'histoire? Vous savez, c'est-à-dire quand on est en face de ces personnes qui ont un profil particulier, ce sont d'abord soit des analphabètes, savent ni lire ni écrire, pour vous dire quand un client vient chez elle, il leur achète pour 35 dirhams, par exemple. Voilà. 35 dirhams, leur donne un billet de 100 dirhams. Et leur donne un billet de 100 dirhams, ils sont incapables de faire le calcul. Ils ne savent pas combien il faut lui rendre. C'est-à-dire quand ils vendent 1,5 kg, ils ne savent pas combien ça représente en argent, combien de dirhams ça représente. Alors ils doivent donc ils savent pas utiliser la machine, calculer. Et c'est souvent le client qui leur dit oui il y a tant. Alors vous me rendez tant, bien leur temps, lui tendent la caisse pour lui demander de servir. Servez-vous pour juste pour vous donner une idée de la difficulté de transformer donc des gens qui n'ont aucun outil scolaire en entrepreneurs. Et pourtant on le fait. Il y a la chance c'est que leur environnement est honnête et les gens donc ne les volent pas. Et alors donc malgré ça, c'est-à-dire conscient qu'ils n'ont aucun outil scolaire, mais il y a là la nécessité de faire quelque chose pour pouvoir sortir des conditions de vie difficiles dans lesquelles ils sont. Et ça se fait. Mais on le sent parce que même en dehors du reportage, on a discuté avec elle, moi j'ai discuté avec cette dame et puis les autres qui sont arrivés par la suite. Moi j'avais l'impression de voir une réplique. Bon, elles ont monté un projet, c'est un peu le garage de Steve Jobs puisqu'elles sont dans un garage qui va monter et qu'ils sont peut-être demain avec une petite unité finalement de pâtisserie, de fabrication de pain local. Pour elles, avec une terrasse, pour elles, c'est comme si elles avaient monté une start-up phénoménale. Et donc, on imagine effectivement la satisfaction personnelle pour elles qui sont sorties de leur quotidien. Absolument. Alors, il n'y a pas qu'elles, il y a aussi l'histoire d'autres femmes. Vous m'avez raconté qu'il y a une coopérative. Où là, ce ne sont pas 4 femmes, il y a une trentaine peut-être. 35 femmes. À 35 femmes exactement. Et alors, c'est quoi cette histoire de coopérative? En fait, cette rencontre s'est opérée par l'intermédiaire du président de la commune voisine. C'est des mêmes conditions de vie, c'est des femmes analphabètes, avec un espace de travail, c'est-à-dire qui ne disposent d'aucun moyen de production. Les enfants qui jouent toujours autour. Et donc c'est toujours la même histoire. Ils ont envie de faire quelque chose pour améliorer leurs conditions de vie. Donc, je propose qu'on voit la petite séquence. Regardez. Donc autour de lui, il y a 35 femmes qui produisent du pain, du petit lait, du hamelot, du métal et de la pâtisserie.
et du semaine. Donc voilà, et ça, ce qui est important, c'est qu'il y a une petite école, des années mini-école ici. شحال عندكم تاع الدراري هنايا؟ الدراري سولي رشيد شحال ديال الدراري كاينين عندها؟ انا ماشي 20 شحال 20 تيقراو في المدرسة؟ Voilà, une vingtaine d'enfants qui sont à l'école. Et puis il y a un programme de lutte contre l'analphabétisme pour les femmes. Alors, vous savez parler français? نو Ah bon? العربيه العربية. العربيه صحيح. اش ظنك في هذا السيد هذا؟ هذا السيد الله عمر هذا ياك باش عاونكم. متعاون معنا في كل شيء، واقف معنا، مدعمنا في جميع المسائل، واي حاجه حصلنا فيها ولا شي حاجه كنتشاوروا معاه وكيعطينا الحل. السيد الله يعمر هذا معنا هو اللي بعدا مدعمنا ومخلينا زايدين لقدام ان شاء الله، وكنتمناو فيه مازال الخير ان شاء الله باذن الله الا سخر الله تعالى. ياك كتخدم شي شويه وتيوقف معكم؟ لا خدام معنا تبارك الله، ما نكذبوش، خدام معنا بمعنى الكلمه، راجل ونعم الرجل. كنتمناو يكونوا الرجال كلشي بحالو، ما نكذبوش. الله يعطيك الخير، هذا الشيء اللي كاين. الله يرحم الوالدين. C'est du four, ça s'appelle le four construit en terre. Qu'elles ont construit elles-mêmes. Et à quelle heure il démarre? 3 heures du matin. Salam alaikum. Alaikum salam. Ça va? La institutrice. Voilà. C'est la trésorière. Oui, ah c'est notre... Ah, il y a lui تصني الشيكات. L'objectif, c'est d'arriver à employer tout le monde, tout le travail, tout le monde. Pour l'instant, comment ça fonctionne? On mobilise pour le pain, parce qu'il y a d'autres qui travaillent sur d'autres produits, viennent à 3 heures du matin, ils démarrent la production, et ils travaillent donc jusqu'à je sais pas, 10 heures. Jusqu'à 8 heures. Et donc à 8 heures, et le lendemain, c'est un autre groupe. Voilà la fameuse Ça c'est l'étude, absolument. L'étude pour convaincre les décideurs, ceux qui ont les sous, pour qu'ils nous aident. Et donc sans ça, il n'y a pas d'espoir de financer un projet. Et là, c'est en bonne voie? En bonne voie, j'espère bien. Ils ont continué à examiner le projet, on continue à frapper sur des portes. Nous, on finira par faire quelque chose. Hein. À 8h, à 11h, le matin. Ça y est. بالنسبة les enfants, j'ai un coup de main pour écrire, pour lire, pour jouer, pour dessiner. Oh, les femmes. كنقري لي فام في العشيه. انت اللي تقري لي فام؟ وي. تقريهم باش يكتبوا يكتبوا سميتهم. يكتبوا هادشي ديال التعاونيه. Ici c'est le logo de la coopérative. Oui. Et apparemment c'est un peintre du village qui est venu le travailler. Un bénévole qui a donné un coup de main, voilà. En fait, le local où on a été tout à l'heure, ça va être un local réservé à la production du pain et de la pâtisserie. Oui. À l'extérieur, la cuisson. D'accord. Ici, on aura un petit atelier de production de lait battu. Oui. Ici, un atelier de production de semaine de beurre, épicé. De beurre épicé. Voilà. À côté, on a la classe. Ça, c'est l'école pour les enfants. Et ici, espace ouvert, on va le fermer avec une porte d'accès sur l'arrière-cour. Et on va installer un espace de vente, parce qu'il y a quand même une règle d'hygiène qui veut que les clients ne pénètrent pas dans les ateliers, et non plus les employés, donc ne peuvent pas passer d'un atelier à l'autre. Il y a des espaces réservés à la production avec le respect des règles d'hygiène. Les toilettes se trouvent à l'extérieur, donc à l'arrière des bâtiments, de manière à ce qu'ils ne soient pas proches du lieu de production. De ce côté-ci, on va établir donc un abri pour les femmes et les enfants. Ils peuvent prendre un thé ou un peu de pâtisserie. Derrière, on va aménager un terrain de jeu pour les enfants. Donc ici, ça va être avec des barques, des balançoires. C'est un peu étroit, mais ça fait l'affaire. Et vous croyez dans ce type de projet? Vous pensez que ça va marcher? Ça marche? Ça va marcher, il faut que ça marche. On n'a pas le choix. Je ne peux pas imaginer que 35 femmes avec une famille autour pour chacune. Et une telle volonté. C'est ça, que ça ne marche, il faut que ça marche. Et il faut savoir aussi, en dehors des institutions publiques qui financent, il y a beaucoup de personnes généreuses qui mettent la main à la poche, qui donnent 100 euros. Mais il y a une solidarité quand même autour de tout ça. Voilà, ça permet d'acheter. Même si l'État ne finance pas, je trouverai le moyen de les financer, je les accompagnerai. Il y a des initiatives heureuses qui permettent à des très petits projets, à des micro-projets d'émerger. Mais j'ai vu que, comme les 4 femmes de tout à l'heure,
que vous-même, vous n'hésitez pas à prendre votre matériel, leur donner. Bah oui. Donc ça fait déjà une contribution au capital matériel, quelque part. Ah oui, mais vous savez, c'est un grand bonheur. C'est le matériel, il dort chez moi ici. Bah il oui. ne sert à rien. Autant qu'il serve, plutôt qu'il reste là, donc ne pas être utilisé. Ça c'est la moindre des choses. Alors, vous en doutez bien, avec une telle émission, qu'il doit y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup d'histoires à raconter. Donc, je vous propose qu'on fasse un petit moment d'émotion. Oui, je peux vous parler de quelque chose de fort. En fait, je viens d'une famille très modeste. On vivait dans des conditions difficiles. Et à l'âge de 8-10 ans, j'ai pris conscience qu'il fallait aller chercher un travail pour pouvoir... moi, c'est pas l'idée d'aider ma famille, mais de pouvoir subvenir à des petits besoins, comme acheter les articles scolaires, acheter des sandales ou un petit pantalon. Il fallait mettre... Voilà. Et donc, la possibilité de travail se trouvait dans le souk de Marrakech. Et donc, j'allais faire le tour des artisans, puis je rencontrais un artisan, je disais, voilà, qui fabriquait des babouches. Et je lui ai proposé mes services. Donc, vous avez fait... une démarche de recherche d'emploi à l'âge de 10 ans. À l'âge de 10 ans. Et donc, ce monsieur m'avait pris, il me donnait à peu près un demi-dirham, donc 5 cents par jour. 5 cents par jour. Donc vous étiez son apprenti. J'étais un apprenti. En fait, j'allais chercher de l'eau, faire des courses, je nettoie, je balaye, comme quoi c'est ça. Et puis, je me trouvais tout d'un coup dans un environnement d'adultes. Oui. C'est des gens qui travaillent, ils passent leur journée à blaguer, à raconter leur vie. Dans les souks. Dans le souk. Oui. Énormément de choses, c'est-à-dire que je le regardais, donc là où j'étais comme un enfant. Et lui, il me disait, Abdelila, tu n'as rien à faire dans le souk, continue tes études. Ne lâche jamais. Ta vie, ton avenir n'est pas dans le souk. Tu n'as rien à faire ici. Donc, il matraquait à chaque fois. Tu as la possibilité d'étudier, mais à 10 ans, j'étais encore en deuxième ou troisième année primaire. Absolument. Tu as la possibilité d'étudier, c'est une porte sur l'avenir, étudie. J'avais compris, mais je ne mesurais pas tellement l'importance, mais je sentais qu'il y avait quelque chose dans son message, c'est qu'il ne voulait pas que je passe le restant de ma vie et devenir comme lui, un artisan, parce que je compris plus tard au moment où il me parlait, qu'il mesurait les difficultés de la vie comme artisan. Et il ne voulait pas que je finisse dans ce souk. Alors, 35 ans plus tard? Oui, absolument. Donc moi, j'ai eu mon bac, je suis parti en Europe, j'ai fait ma vie. En Belgique, j'ai devenu entrepreneur, des enfants. J'ai mes enfants, mon épouse. Et 35 ans plus tard, j'étais en vacances à Marrakech. De retour au Maroc, naturellement, je vais dans le souk. D'accord. Naturellement. Moi, toutes les distractions, d'ailleurs, ne m'intéressaient pas. Et vous avez demandé après ce monsieur? J'ai demandé après ce monsieur. On m'a dit non, on m'a dit qu'il n'était plus là où il était auparavant. Ils m'ont indiqué un autre endroit dans le souk et j'y suis allé. Et ce qui est bizarre, en fait, mon épouse est une Européenne, moi j'ai des enfants, bon, avec leurs habits, on parlait français. On sentait le touriste. Et voilà, on prenait pour des touristes européens. Alors, monsieur, madame, et puis je m'approche et je vois le monsieur, donc. Votre maître de stage. C'est mon maître. Oui. Je le vois. Avec 35 ans d'âge plus tard. Et alors, il me voit, il commence à me dire, monsieur. Ah, il voulait vendre. Pour lui, j'étais un touriste. Voilà. Et puis, je marque un moment de silence, je le réponds en arabe, c'est Omar. C'est Omar, c'est son prénom. Et il était surpris que je m'adresse à lui en arabe, en l'appelant son prénom. Il me dit, vous me connaissez? J'ai dit, oui, je suis votre apprenti. Mais quel apprenti? Je suis Abdelila. Il m'a reconnu. Il m'a reconnu, alors il m'a pris dans ses bras et s'est mis à pleurer. Et moi aussi je pleurais parce que c'est quelque chose de fort de rencontrer ce monsieur qui ne voulait que du bien.
c'est des larmes de joie. Ah oui, absolument. Vous voyez comme son enfant, donc oui, voilà. C'est très paternel. Donc c'était un moment très fort, ça. Très très fort, et ça... Et alors, votre démarche d'aller le voir, c'est quoi? Vous avez envie de lui dire merci à ce monsieur? J'avais envie de lui dire merci. Je renie pas mes origines, je viens d'une famille modeste, et les gens qui vivent dans les mêmes conditions que moi auparavant, j'ai quelque chose une affection peut-être, voilà, une affection particulière pour eux. C'est un réflexe chez moi. Quand je vois un artisan, je lui parle. Alors je lui pose des questions sur sa profession, sur sa vie, les difficultés de la vie. Vous savez, avoir une belle voiture, une belle maison, vivre dans des conditions confortables, pour moi, tant mieux. Tant mieux, mais ce n'est pas ça la vie. On se rend compte que les fondements, c'est autre chose. Et se ressourcer, aller vers des gens modestes et avoir quelque chose avec eux, c'est fondamental. Quand je sors du souk, je suis un autre homme. Bien sûr. Alors on va passer à une autre séquence qui est importante dans cette émission, c'est ce qu'on appelle l'objet fétiche. Monsieur Diel, dans cette émission, nous avons pour habitude d'inviter l'entrepreneur ou l'interviewé, en tout cas de ramener un objet fétiche qui raconte quelque chose dans son parcours. C'est quoi déjà votre objet fétiche? Tout d'abord, moi je suis pas fétichiste. Oui, mais je crois au symbole. Entre guillemets. Je crois au symbole. Ça on dit objet fétiche. Donc, pour reprendre l'idée de l'objet fétiche, moi j'ai quelque chose sur moi qui symbolise quelque chose de fort. C'est cette montre-là. Ah. Je l'avais acheté. Alors c'est la montre. Donc on va la présenter un peu plus. Ramenez-la un peu là. La fameuse montre. Absolument, elle est là. Elle est là. Très bien. Ok. En fait, je l'avais acheté d'occasion au souk d'Agadir. Et puis c'est une Festina. Voilà. Donc, mais vous avez acheté d'occasion il y a quelques années. J'ai payé 30 ou 40 euros. Hein. Mais c'est génial. C'est génial. La montre symbolise le temps. Quand on parle de temps, on parle de quelque chose d'infini. Oui. Et d'infiniment grand, d'infiniment petit. Ça fait voilà, long. C'est le temps qui court, le temps qui est lent, les temps qui jouent pour nous, qui jouent contre nous. Absolument. Et donc, en fait, c'est un concept qui se définit avec plein de paradoxes. La chose est son contraire. Avant, j'avais pas de maîtrise de mon temps, je m'appartenais pas. Aujourd'hui, j'ai pris possession du temps, de ma vie. C'est ça se confond. Quand on parle du temps, c'est aussi de notre vie. Eh bien, mon rythme, moi, j'évolue aujourd'hui doucement, lentement. Je respire, je savoure. Donc, chaque moment de la vie. Absolument. Et le temps, il m'accompagne. Ce n'est plus le temps de la course. C'est le temps de la vie, au ralenti. Absolument. Et ça, c'est un luxe que très peu de gens peuvent se payer. Alors c'est extraordinaire. Donc je fais juste une parenthèse parce que je pense à un monsieur qui s'appelle Christian Navarre, que Dieu ait son âme, parce qu'il est décédé il y a longtemps. C'était celui qui avait développé le management de projet à Lille. C'était mon prof. Et à la fin des cours, il nous a dit, je vais vous raconter les 3 degrés du manager. Premier degré, vous allez sortir diplômé, vous allez prendre vos repères. On prend ses repères et on a confiance en soi. Deuxième degré, eh ben, on assouvit tous les plaisirs. Vous avez votre voiture, votre maison, vous devenez très important, etc. Et le troisième degré, il a dit, ça arrive très rarement, mais vous allez penser à moi de ces jours. Ce sont tous ces grands présidents, patrons qui sont à la tête d'une grande multinationale, qui sont millionnaires, milliardaires, qui ont atteint tout, et qui du jour au lendemain lâchent tout pour aller juste cultiver des petites tomates ou des patates en pleine nature. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Donc ça, vous êtes dans le troisième degré du manager. C'est-à-dire à un moment donné, on lâche un peu, on lâche prise et on laisse tout ce monde de course et on vient pour y aller tranquillement. Vous n'avez plus besoin d'une Ferrari aujourd'hui. C'est pas ça qui va vous faire vibrer. Vous n'avez jamais besoin. Vous n'avez jamais besoin. Mais ce qui vous fait vibrer, c'est le petit moment que vous allez passer avec un de vos chiens ou avec votre potager. Donc,
avec un art gagné comme ça, ou les oliviers qu'on a vu tout à l'heure à cultiver. Entourer des personnes modestes qui rêvent à des projets et sans moyens. Absolument. Voilà, avec un verre de thé. Fondamentaux. Vous passez, j'ai vu, vous passez des petits moments à prendre juste un verre de thé avec une personne là. Vous pouvez, assis par terre pendant 1 heure, 2 heures. Absolument. Le temps n'a plus d'emprise sur vous quelque part. Non, absolument. C'est le contact humain qui compte. Oui. Et donc ça je dis, c'est une chance, c'est un grand luxe. Absolument. De revenir à une vie au ralenti. Il y a des espaces, si jamais vous voulez, mesdames et messieurs, venir chez Monsieur Edial et chez Samia aussi, qui est très adorable, donc votre épouse, votre compagne, vous avez énormément d'espace parce que ça pourrait être éventuellement une maison d'hôte quelque part, parce que vous avez de l'espace pour accueillir des gens. On a envie de rencontrer soit des personnes âgées qui peuvent raconter leur vie, des intellectuels avec qui on partage des débats philosophiques, on peut discuter de sociologie, de politique. On est outillé pour ça. Une convivialité, une vie différente, de partage. C'est un moment de partage. Voilà, et de débat, de réflexion. Ça oui, mais pas plus qu'un couple. Absolument. Alors, si vous voulez vous déconnecter, ça je peux vous l'assurer, la déconnexion est totale. Vous voulez vraiment prendre un moment pour vous, vous poser. Vous avez plein d'espace pour le petit déjeuner, pour le matin. Bien sûr, le climat, on n'en parle même pas. Vous avez, alors il y a un talent que Monsieur Edial nous a pas raconté, c'est que c'est un énorme, c'est un grand cuisinier avec un menu qu'il nous présente où il y a plus de 200 recettes extraordinaires. Qui sent, mais alors là, c'est une explosion dans la bouche. Je vous en dis pas plus, vous allez pouvoir découvrir tout ça certainement par la suite si vous voulez pas ici. Bon, en tout cas, merci pour cet accueil. J'aimerais qu'on termine avec une question quand même, avec ce parcours. Quelles sont les leçons que vous retenez de votre vie, de ce parcours d'entrepreneur? Qu'est-ce qu'on peut raconter à des gens, des jeunes qui se lancent, ou alors peut-être des entrepreneurs qui sont dans la difficulté aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces gens-là? Il faut comprendre que la vie c'est-à-dire c'est le mouvement. C'est le mouvement veut dire changement. Oui. Et tout change dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire en mieux ou en mal. Et un projet qui évolue, soit il évolue positivement ou bien négativement, il faut savoir dire ça suffit, je fais autre chose et je continue mon business. Il faut savoir raccrocher les crampons. Absolument. Il n'y a aucun mal à faire cela, mais c'est une loi de la vie. Le changement est une loi de la vie, il s'applique à nous, il s'applique au business. Il y a des business qui naissent, qui vivent et qui meurent. Et ça, il faut le comprendre. Il n'y a rien de grave, mais toi, tu continues ta vie. Alors, donc vous avez parlé d'adaptation, parce que l'une des leçons à retenir de tout ce parcours, savoir s'adapter de tous les temps. Moi, ça me fait penser à une citation fétiche, celle d'Albert Einstein, qui dit que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Absolument. Donc il faut savoir s'adapter. Eh bien, merci Monsieur Edial pour cette émission, merci pour cet enrichissement. Si jamais vous êtes intéressé, vous voyez donc effectivement l'adresse qui va être en bas pour contacter Monsieur Edial, que ce soit pour vivre un moment extraordinaire ou pour un projet, qui sait, un projet qu'il soit pour une commune, une entreprise ou sur des domaines très variés. Voilà, pour aider mes petites pâtissières. Par exemple, si vous voulez aider les petites pâtissières, voilà. Venez les voir, ça sera encore mieux. Absolument, il vous fera rencontrer tous ces gens-là. Merci encore, je vous dis à bientôt, merci d'avoir suivi cette émission. 1, 2